Guerre du Vietnam. Quel enseignement pour la guerre en Iran? Nous avons, dans les rendez-vous de la géopolitique, eu l'habitude de traiter des conclusions et des enseignements de guerres passées, la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, ou encore la période de la guerre froide. Aujourd'hui, on s'intéresse à la guerre du Vietnam, mais on met ceci en relation à une autre guerre, celle en Iran. Alors comment les enseignements du passé peuvent nous éclairer sur ce qui se passe à présent et nous aider à élaborer des scénarios pour le futur? C'est ce que nous chercherons à déterminer aujourd'hui avec Fabrice Raval. Fabrice, bonjour. Bonjour Olivier, bonjour à toutes, bonjour à tous. On va adopter une démarche qu'on a déjà adoptée dans le passé dans les rendez-vous de la géopolitique, une démarche comparatiste. On va regarder le passé pour essayer d'éclairer le présent, peut-être pour faire de la prospective sur l'avenir. D'abord en se penchant sur cette guerre du Vietnam et se demander pourquoi, aujourd'hui, au moment où on enregistre, en mars 2026, il est opportun d'en parler pour comprendre l'actualité géopolitique mondiale. Et nous voilà donc plongés dans la situation qui consiste, normalement pour nous tous observateurs de la géopolitique, à nous replonger dans les très nombreux ouvrages de la guerre du Vietnam. Et pour expliquer cette propension qui pourrait paraître subite ou soudaine, j'ai peut-être, me semble-t-il, envie d'expliquer à nos auditeurs par l'intermédiaire d'une comparaison ce qui peut motiver un tel réflexe qui de surcroît peut paraître étonnant, puisque ce conflit maintenant s'espace sur plus de 50 ans. Et cette similitude, c'est celle qui a dû, en termes de réflexe, atteindre l'ensemble des officiers, soit français pendant la guerre de Crimée en 1853-1856, soit allemands pendant la Première Guerre ou Deuxième Guerre mondiale, qu'en rentrant dans une nouvelle guerre contre la Russie, guerre de Crimée donc au XIXe siècle, puis guerre contre l'Empire russe en Première Guerre mondiale et contre l'Union soviétique sur la Deuxième Guerre mondiale, l'ensemble de ces officiers se précipitent tout d'un coup vers les mémoires du général Caulaincourt sur son ambassade, puis sur sa campagne de Russie en 1812, ou sur le comte de Ségur, parce que de se rendre compte que tout d'un coup, tout commence toujours sous un climat qui paraît radieux en été, avant qu'à un certain moment, le ciel, semblant annoncer les perspectives géopolitiques, commence à se couvrir, puis commence à se déchaîner sous une pluie battante qui nous amène la Rasputitsa, c'est-à-dire la saison des pluies ou la saison des routes impraticables en Russie, avant bien sûr que les premiers frimas ne viennent nous rappeler que tout d'un coup, l'hiver va venir vous ensevelir et vous étouffer et va finir par rejeter cet envahisseur qui a pu avoir l'impudence que de ne pas écouter quels sont les enseignements de l'histoire. Alors, à ce moment-là de mon propos, j'imagine que certains de nos auditeurs me disent « Mais pourquoi est-ce qu'il part par la Russie ?» pour pouvoir expliquer la comparaison entre le Vietnam et l'Iran. Parce que justement, tous les officiers américains qui ont connu toutes les campagnes depuis 50 ans se disent « Oh, quels sont donc ces enseignements majeurs que nous aurions oublié que de mettre en avant sur le Vietnam pour essayer que d'en éviter tous les travers tels que nous avons pu les avoir ?» Et parmi la nombreuse bibliographie que j'évoquais donc, je pense que celle qui paraît la plus opportune, c'est un ouvrage de John Prados, qui était par ailleurs directeur de recherche dans une université à Washington. Pourquoi ? Parce que je précise d'emblée à tous ceux qui auraient la volonté que de se lancer dans ce livre, qui fait plus de 900 pages, que l'ensemble des notes elles-mêmes représentent plus de 90 pages. Mais ce qui est intéressant, au-delà du fait qu'on se rend bien compte que cet ouvrage est substantiel, et que donc il y a l'air d'avoir un certain nombre d'événements à narrer qui sont nombreux, c'est que le titre en français peut paraître assez, banal. C'est l'histoire de la guerre du Vietnam. Mais quand on regarde bien le sous-titre américain, c'est The History of the Unwinnable War, c'est-à-dire l'histoire d'une guerre ingagnable. Ce qui déjà nous met dans une perspective qui est assez différente. Quant au chapitre 3, qui commence à la page 97, je résiste pas à la tentation que d'en livrer le titre, parce que les voies du bourbier sont innombrables. Donc là, on se rend compte tout d'un coup que la perspective qui a l'air de se mettre en place n'a pas l'air totalement engageante, n'est-ce pas? Et que non seulement elle n'a pas l'air totalement engageante, mais elle a même l'air assez décourageante. Et donc, en fait, il faut bien comprendre, on va être amené à l'expliquer par la suite, que la guerre du Vietnam, c'est la référence, non seulement pour l'armée américaine, ça devrait être la référence pour la totalité des leaders politiques, femmes et hommes compris, aux États-Unis, mais c'est surtout la référence psychologique, on y reviendra, prégnante dans le peuple américain.
Alors justement, essayons de voir quels sont les enseignements qu'il aurait fallu en tirer de cette guerre du Vietnam pour comprendre la situation d'aujourd'hui. Quelles sont les questions clés qu'on pourrait en retirer? J'en perçois au moins 7, ce qui montre déjà rien que par le chiffre que c'est assez substantiel. La première question qu'on peut être amené à se poser en regardant le Vietnam pour pouvoir mieux comprendre la situation en Iran, c'est d'abord de s'interroger sur quelle est la réelle puissance ou la réelle efficacité plutôt, d'une part de la puissance de feu, d'autre part de la puissance aérienne, et enfin de la puissance des chiffres ou de la puissance statistique. Peut-être que c'est un terme qui est un peu plus surprenant, mais sur lequel j'aurai l'occasion de revenir. Ensuite, évidemment, il y a une deuxième question qui était très très importante, c'est de mesurer quel pourrait être le degré d'adéquation ou de non-adéquation entre les objectifs tels qu'ils sont assignés aux militaires et les objectifs tels qu'on les poursuit au niveau politique. Ce qui ne manquera pas de nous amener dans la continuité et nous interroger aussi sur la dimension psychologique d'une guerre. Et on se rendra compte que dans le cadre de la guerre du Vietnam, elle a été particulièrement importante. Et comme c'est la référence, ça peut s'avérer aussi important pour le peuple américain. Donc une quatrième question qui nous amènerait plutôt sur quelles pourraient être les répercussions d'un prolongement d'une guerre comme celle-là sur la société américaine. Et dans le prolongement, a fortiori, parce que on va voir que peut-être la guerre en Iran, quelle que soit son issue d'ailleurs, va être un accélérateur sur une hypothèque qui pour l'instant perdure depuis l'élection de Donald Trump par rapport aux attentes de son électorat, et j'essaierai d'expliquer quelle est la nature de cette hypothèque. Enfin, je crois pouvoir dire qu'il y a deux dernières questions qui sont très très importantes et que mettent particulièrement en exergue l'interaction entre le souvenir de la guerre du Vietnam et la réalité du déroulement des événements en Iran. D'abord parce qu'on va se rendre compte qu'il y a un lien qui est très particulier et qu'il faut rajouter au lien précédent. Et puis enfin, on pourra légitimement s'interroger sur le fait de demander s'il n'y a pas un enseignement ultime, tel qu'il a l'air de déjà commencer à se dessiner, alors que au moment où nous sommes en train d'enregistrer, on est encore finalement qu'au tout début de cette guerre en Iran. Alors, vous l'avez souligné au départ, vous avez parlé de puissance, triple puissance. Une puissance de feu, une puissance aérienne, et une troisième qui m'intrigue particulièrement, la puissance des chiffres ou la puissance des statistiques. Est-ce qu'on pourrait revenir sur cette question clé-là? Oui, naturellement et bien volontiers, parce que c'est vrai que maintenant, il faut expliquer qu'est-ce qu'on entend par ces trois concepts que je vais reprendre, si vous le voulez bien, l'un après l'autre. Alors, la puissance de feu, il y a une bataille qui représente en particulier ça sur la guerre du Vietnam. C'est la bataille de Kishan entre le 21 janvier 1968 et le 14 avril 1968. Parce qu'en réalité, Kishan, c'était une garnison américaine avec des troupes américaines et des troupes du Sud-Vietnam, à peu près 5000 combattants, qui se sont trouvés assiégés pendant 77 jours par des troupes qui étaient 3 fois à 4 fois supérieures en nombre. La première chose qu'on remarque, c'est que les forces américaines l'ont emporté, malgré le fait qu'elles étaient en infériorité numérique à 1 contre 3 ou à 1 contre 4 selon les calculs. Mais là, la puissance de feu américaine intervient. Parce qu'Olivier, on estime que 54 000 tonnes de napalm ont été déversées sur Kishan. J'ai bien dit 54 000 tonnes de napalm. Donc en fait, j'invite nos auditeurs à entendre le fait qu'on considère que dans l'histoire militaire, Kishan est l'endroit le plus bombardé de l'histoire de l'humanité, toute guerre confondue, ce qui donne quand même une perspective assez, vertigineuse à ce qu'on est en train de dire. Et pour prolonger l'exercice, je rappellerai là aussi à nos auditeurs que si on prend la seule année 1968, alors qu'on peut considérer que l'intervention américaine, c'est globalement, principalement, de 1954 jusqu'en 1974, parce qu'on met de côté l'année 1975 où les Américains étaient déjà principalement partis. Pour la seule année 1968 donc, on considère que les Américains ont tellement utilisé d'explosifs, on parle là en équivalent TNT dans le jargon militaire, qu'en fait, la totalité des explosifs ou des bombes utilisées dans le cadre de cette année 68 serait supérieure à la totalité des explosifs utilisés pour l'ensemble du front du Pacifique entre le 7 décembre 1941 et le 2 septembre 1945, date de la capitulation japonaise, bombe atomique incluse. Donc là, quand on dit ça, on se dit, les Américains, ils ont vraiment utilisé tous les moyens qui étaient possibles. Et évidemment, on voit bien que, en ce qui concerne l'Iran, on est dans cette perspective où on est en train de nous décrire l'usage de ces bombes et de ces munitions. Alors après,
il y a l'usage de la puissance aérienne en particulier. Et là, ça nous renvoie en particulier à l'Iran, puisque pour l'instant, c'est la seule démarche telle qu'elle est utilisée par les forces américaines. D'abord, de faire remarquer que dès la guerre du Vietnam, les Américains utilisent ce qu'ils appellent des bombes intelligentes, c'est-à-dire guidées laser, ce qui veut dire que là, on est vraiment dans une vraie continuité, dans une vraie similitude entre les deux conflits, et que quand il s'agissait d'essayer d'empêcher que donc les forces du Nord-Vietnam puissent approvisionner les forces de résistance communistes, mais qui étaient présentes au Vietnam Sud, je pense notamment à la fameuse piste Ho Chi Minh, il s'agissait d'essayer de rompre cette ligne de ravitaillement, notamment d'attaquer les ponts, et on le faisait par l'intermédiaire de ces munitions. De même qu'on pourrait faire remarquer qu'en fait, ça c'est très important, me semble-t-il, on a presque détourné la vocation de bombardier stratégique. Et là, je pense au très fameux B-52 américain, dont la silhouette et les images, notamment au moment de la guerre du Vietnam, sont très célèbres, parce qu'en fait, ils déversent des chapelets de bombes, on a presque envie de dire des tapis de bombes, pour reprendre des vocabulaires de carpet bombing de la Deuxième Guerre mondiale. Et là, je prendrai un exemple en particulier, c'est les B-52D, parce qu'en fait, il se trouve que les Américains veulent déployer une telle puissance de feu aérienne qu'ils vont changer la capacité d'emport en augmentant les râteliers sur les B-52D. Ça veut dire qu'on va passer d'un emport qui est à peu près de 51 bombes, l'équivalent de 12 000 kilos d'explosifs quand même, à pratiquement 108 bombes, c'est-à-dire l'équivalent de 27 000 kilos d'explosifs emportés par chacun des B-52. Donc je laisse imaginer, peut-être que ce sera le moment opportun pour nos auditeurs de découvrir ces images de B-52 qui sont très très célèbres sur le Vietnam et dont on a bien compris que l'idée consistait à écraser l'adversaire sous une puissance de feu. Et comment ne pas faire un corollaire avec les images qu'on est en train de voir, d'une part en Iran et d'autre part au Liban par ailleurs. Et alors, c'est vrai qu'il y a une troisième tentation dans la puissance, c'est le piège de la statistique. Parce qu'on voit bien que là, le corollaire qui vient s'imbriquer immédiatement, c'est que l'idée, et on va l'expliquer par la suite, la raison de cette idée, c'est le fameux kill ratio tel que les Américains l'ont particulièrement mis en évidence, c'est-à-dire quelles sont les pertes que je suis capable d'infliger à l'ennemi en considération des miennes. C'est-à-dire que ce qui compte dans l'esprit américain à ce moment-là, c'est pas forcément le fait de savoir combien on a de pertes, c'est le fait de savoir à quel point j'ai pu démultiplier les pertes adverses par rapport à chaque unité des pertes que moi j'ai subies. Et on estime qu'au moment les plus intenses de la guerre du Vietnam, on était sur un ratio de 1 pour 10. Ça, c'est des chiffres. Mais après, ce qui compte, c'est non seulement la communication qu'on en fait, mais la façon dont ils sont ressentis peut-être par les personnes qui les reçoivent en termes de sensibilité. Et ça, c'est une toute autre affaire. Oui, et puis les trois puissances, si j'ose dire, renvoient à des objectifs militaires qui peuvent être délimités, circonscrits, mais il y a aussi la liaison et l'articulation avec les objectifs politiques. Et justement, est-ce qu'ils sont en adéquation dans ce conflit? Ça, c'est la question clé. Il est évident qu'il faut passer par deux stratèges qui vont nous remettre dans cette perspective de la nécessité que d'avoir un objectif politique clair et comment ne pas commencer par Karl von Clausewitz, auquel nous avions dédié une séance en particulier des rendez-vous de la géopolitique, que j'avais souhaité d'ailleurs, souvenons-nous, intituler peut-être pour que ça soit un peu décalé ou surprenant, Clausewitz pour gagner la paix. Parce que nous revoilà devant cette citation dont il faut s'efforcer d'en mettre la traduction le plus opportune, parce que ce n'est pas toujours le cas. La citation de Clausewitz, le lien entre la guerre et la politique, c'est qu'en réalité, la guerre n'est pas un phénomène indépendant, mais qu'elle est la continuité de la politique par des moyens différents. On est bien loin de cette citation que la guerre n'est que la continuité de la politique par d'autres moyens qui nous amènent à un contresens qui laisse à penser qu'il faut faire la guerre. Et dans la continuité, il y a un autre auteur qui paraît très très opportun que de citer, c'est Alexandre Svetsyn. Alors peut-être déjà de commencer par rappeler qui est-ce. Il est considéré comme l'un des plus grands stratèges russes et surtout soviétiques. On lui attribue la paternité d'un concept qui est l'art opératif, sur lequel on aura peut-être l'opportunité de revenir, me semble-t-il, Olivier, je vous vois acquiescer, dans une séance future des rendez-vous de la géopolitique. Et pourquoi est-il particulièrement opportun que de citer Alexandre Svetsyn? Parce que lui aussi confirme qu'il est impossible d'appréhender une guerre et surtout la victoire sans qu'on puisse lier l'objectif militaire avec l'objectif politique. Donc quand on entend ce qu'on est en train de dire, on est bien en train de mesurer l'importance
de ce lien tel que vous nous avez invités à le faire. Alors, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on remarque? D'abord que les Américains ont été dans une impasse stratégique. Il faut peut-être expliquer ça, peut-être pour les auditeurs les plus jeunes, nos étudiants qui nous écoutent, entre 1954 et 1974, parce qu'en fait, les Américains se retrouvent dans l'impossibilité que de rentrer dans le Vietnam Nord. Parce qu'on est en pleine guerre froide, que le Vietnam Nord est allié avec l'Union soviétique, qu'il est impossible de rentrer en conflit direct. Donc la seule façon de remporter la victoire consiste à décourager l'adversaire en lui infligeant de telles pertes, nous y voilà, que c'est lui qui finit par arriver à la table des négociations, plutôt en situation de soumission de par l'amplitude des pertes. C'est ça qui explique cette situation un peu bizarre, où on a l'impression que malgré l'importance du corps américain sur place, 1/2 million d'hommes, au moment le plus important à la fin des années 60, les Américains s'interdisent que de rentrer dans le Nord-Vietnam. Et on voit bien que là, il y a une sorte de similitude. Ça me fait passer maintenant ou basculer sur l'Iran, parce que là, c'est pas tant d'ailleurs la situation de la guerre froide qu'empêche les Américains d'intervenir, que le fait que les Américains ne souhaitent pas intervenir pour l'instant directement, et que donc on se retrouve dans une perspective d'une guerre uniquement aérienne, dont là aussi on avait eu beau jeu de rappeler dans une séance précédente qu'on n'a jamais vu un cas historique dans lequel elle était suffisante, ce que d'ailleurs souligne aussi Alexandre Zveksin. Donc voilà pourquoi il est indispensable effectivement de faire ce rapprochement. Mais alors là où ça pose une autre question, c'est qu'indépendamment des objectifs militaires et des objectifs politiques, il y a aussi une dimension psychologique qu'il va falloir prendre en compte. Oui, parce que quand vous parliez des statistiques tout à l'heure, vous insistiez sur la communication, sur le fait de s'adresser à quelqu'un. Et c'est la question de la psychologie qui est étroitement liée à la question de la victoire. Ben oui, parce que pour remporter cette victoire, il va falloir gagner les âmes, pas gagner des batailles. C'est ça le problème, Olivier. Donc évidemment, maintenant, j'imagine que ceux qui nous écoutent disent pardon, oui, gagner des âmes. Donc d'ailleurs, je vais reprendre le terme tel qu'il était utilisé par les forces américaines quand elles construisaient des bases, dont elles s'efforçaient de faire en sorte que les maillages, voilà l'intérêt de la guerre du Vietnam, soient sur l'ensemble des villages du Sud-Vietnam. Il faut gagner les cœurs et les âmes, mettez les programmes américains. Et ça s'inscrit dans un ouvrage d'ailleurs qui avait été écrit par un officier français, David Galula, qui est sur la contre-insurrection, et dans lequel lui-même, ouvrage repris par le général Petraeus par rapport aux guerres dans lesquelles les États-Unis étaient engagés, je pense à l'Afghanistan et en Irak. Et donc là, l'idée consiste à dire, vous ne pouvez pas gagner des guerres comme celle-là si vous n'arrivez pas à gagner les cœurs et les âmes, c'est-à-dire à briser le lien entre la population, mais c'est très important ce qu'on est en train de se dire, et le pouvoir politique en place, et qu'ensuite vous êtes capable de remettre un pouvoir politique avec lequel la population pourra se sentir elle-même en adéquation. Au Vietnam, ça n'a pas marché, et alors en plus, dans le prolongement, quand après l'élection, ça, Kissinger le dit très très bien dans son ouvrage Diplomatie, j'attire d'ailleurs l'attention de nos auditeurs sur le fait que l'ouvrage Diplomatie de Kissinger, qui est vraiment une référence en géopolitique, il n'y a pas moins de 3 chapitres sur la guerre du Vietnam quand même. Donc quand on pense qu'on part sur le 19e siècle et qu'on arrive à la fin du 20e siècle, je dis bien, le fait qu'il y ait 3 chapitres rien que sur la guerre du Vietnam, ça aussi c'est quand même un indicateur assez fort de ce qu'on est en train de dire. Et Kissinger de dire, oui mais là, on bombarde pour pouvoir essayer de sortir. Ça aussi, c'est une comparaison ou une similitude. On peut essayer de mettre une telle pression sur l'adversaire qu'en réalité, ça nous permet de ne pas, en phase de négociation, être en situation de faiblesse dans le rapport de force. C'était bien ça l'idée. Et donc, c'est important de rappeler qu'à un moment, il y a un programme qui consiste à dire, bon, il faut que les armées du Vietnam Sud assument elles-mêmes la défense de leur pays, ce qu'on avait l'habitude d'appeler la vietnamisation, et ce que nous, parfois en géopolitique, un peu par boutade ou par volonté que de souligner que c'est une façon déguisée de dire qu'on s'en va, c'est sauve-toi toi-même. Donc ça, c'est pas inintéressant à rappeler parce que ça veut dire que dans la perspective de ce qui se passe en Iran, oui, on bombarde, mais ça veut dire que la solution passera par le peuple iranien. Donc là, on voit bien que le facteur psychologique est très important. Et alors, évidemment, il n'est pas important que pour les peuples concernés, même si c'est les premiers concernés, mais il est important pour la société américaine et pour la façon dont le monde va regarder la société américaine, ce qui va nous amener au prolongement des 2 questions telles qu'on les a déclinées précédemment. Et comme vous l'avez dit,
Le facteur psychologique sert à gagner les âmes de l'adversaire, mais il y a aussi l'intérêt de ne pas perdre les âmes de son propre camp. Et là, ça concerne la société américaine et la démocratie américaine. Oui, alors là où c'est le moment, me semble-t-il, où on va mieux comprendre la justesse de la comparaison, l'opportunité et l'intérêt de la comparaison entre le Vietnam et l'Iran. Et peut-être que on va mieux mesurer en France l'incidence qu'a eu le Vietnam sur le peuple américain, parce que j'ai l'impression que, avec la distance du temps et la distance géographique, c'est pas toujours perçu tel que cela devrait être. Peut-être que on peut commencer par une victoire américaine. C'est l'offensive du Tet. Alors le Tet, c'est le nouvel an indo-chinois et en fait, je recontextualise ou je remets en perspective. Le Nord-Vietnam cherche à surprendre le Sud-Vietnam, puisque bien sûr, à l'époque, il y avait une partition entre ces deux États, en attaquant à un moment à peu près du nouvel an indo-chinois. Et là, on a une offensive qui a lieu du 31 janvier 1968 au 25 février 1968. Et c'est une victoire américaine. Et c'est pas du tout comme ça que ça va être perçu. C'est le début. Évidemment, on est en 1968, des grands mouvements de protestation, parce qu'en réalité, les États-Unis ou les forces armées américaines ont beau avoir remporté un succès, les images de l'ambassade des États-Unis, par exemple, qui ont été attaquées par des commandos, les pertes américaines telles qu'elles vont s'avérer, vont montrer que malgré une intervention qui dure depuis 14 ans, bon, on n'a pas l'air de remporter la guerre. Parce que dans une de mes questions précédentes, ce qu'il faut rajouter, c'est que on gagne des batailles, mais on ne gagne pas la guerre. C'est ça l'importance d'avoir le corollaire entre l'objectif politique et l'objectif militaire. Et d'ailleurs, on avait fait une séance qu'avait beaucoup interpellé, je me souviens, ceux qui nous suivent, parce que l'intitulé, c'était «Les Américains gagnent-ils à la guerre?» Et il y a même des personnes qui nous suivent qui a fait un commentaire, fait: «Mais comment vous pouvez même oser poser la question?» Mais parce qu'en fait, oui, ils remportent les victoires militaires, mais ils partent. Et le début du départ, il est là. Parce que tout d'un coup, il va y avoir un ébranlement dans l'âme américaine, en fait, puisqu'on parlait d'âme. Et tout d'un coup, il y a un tas d'interrogations qui sont en train de se poser. Le doute est en train de s'installer parce qu'on est jusqu'à présent dans tous les conflits américains, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, la guerre du Corée, il y avait ce sentiment de certitude d'agir pour le bien. Là, tout d'un coup, on est en train de commencer à se poser des questions. Le napalm, cette image aussi qui a fait le tour du monde, on sait bien, de cette population, je pense notamment d'une fillette au Vietnam, dont on sait qu'on la voit courir affolée et dont on apprendra qu'elle est brûlée au 2e ou au 3e degré par le napalm que les Américains déversent sans compter. Et donc là, tout d'un coup, évidemment, des films de nous venir à l'esprit. Né un 4 juillet, c'est un film qui est magnifique, que j'invite à revoir parce que en fait, on porte sur un personnage qui justement vit dans une famille américaine qui est très nationaliste, qui croit aux États-Unis, la bannière étoilée est sur le balcon, mais le fils qui part à la guerre, tout d'un coup se trouve confronté à la réalité de ce que c'est et puis finit blessé et l'image est très forte. En fait, il est en chaise roulante et il finit dans les mouvements de manifestation et d'opposition pacifiste. Donc là, avec évidemment le fameux logo Peace and Love. Donc là, on voit tout d'un coup cette société américaine qui est prise et puis comment ne pas évoquer ce film Apocalypse Now parce que évidemment là, c'est où on voit bien qu'il y a une sorte de folie qui s'installe, n'est-ce pas? Et cette scène est incroyable où cet officier supérieur américain est en train de monter allègrement dans son hélicoptère et tout d'un coup il fait bon, faut donner du courage aux hommes, donc il met la Valkyrie de Wagner et on est en train joyeusement de passer tout un village vietnamien au napalm sur cette musique épique et là on se rend bien compte de l'effet qui est en train d'être créé non seulement dans la population vietnamienne dont on perd le soutien, mais dans les populations américaines dont on perd le soutien. Parce qu'en plus, il y a tout d'un coup, alors là, ce poison qui se distille. Eux, ils ont eu 2000 morts. Et les Américains, ils en ont eu 2, 3, 4, 5. Oui, mais ceux-là, on les identifie. On donne leur nom.
on donne leur histoire, on montre leur famille accablée par le retour. On voit en fait le cercueil rentrer et on plie le drapeau américain et on fait la salve. Mais ça, c'est vrai le lundi, ça, c'est vrai le mardi, ça, c'est vrai le mercredi, ça, c'est vrai le jeudi, c'est vrai le vendredi, c'est vrai le samedi, c'est vrai le dimanche, puis c'est vrai une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, un mois, puis c'est vrai le jour de Noël, c'est vrai le jour de Nouvel An, puis c'est vrai sur 1 an, 2 ans ou 3 ans. Et là, on sent que tout d'un coup, c'est en train de saisir le peuple américain et tout d'un coup, il n'y a plus qu'un seul mot qui sort, enough. C'est ça la menace voilée du Vietnam, c'est qu'on craque de l'intérieur. Et c'est d'autant plus important à rappeler que là, si on va plus profondément dans la société américaine, on est en train de toucher au mythe du héros américain. Il faut être très très clair, parce que le héros américain, c'est pas celui qui réussit, c'est celui qui revient. C'est le comeback, le voilà le héros. Et là, on peut basculer dans le monde du sport. Parce qu'on va mettre tout d'un coup 4 statues devant les yeux de ceux qui nous font l'amitié de nous suivre là. Michael Jordan est un champion parce que après une coupure, il revient. John Elway en football américain est un champion parce qu'il a perdu 3 finales du Super Bowl, mais ensuite il en gagne 2 en 97, en 98. De même que les figures légendaires du tennis que sont Jimmy Connors et John McEnroe sont des légendes parce que Connors gagne en 74, puis il a une traversée du désert et tout d'un coup à 30 ans, il serre les poings en montrant I am back. Et donc là, en fait, les Américains sont en train de craquer sur la qualité à laquelle ils accordent le plus d'importance et à laquelle ils pensent que c'est eux qui sont le plus liés. Et c'est ça qui va amener, on va dire, une sorte de fêlure, de zébrure incompressible sur la guerre du Vietnam. Alors en plus, maintenant qu'on a ça en perspective, et que donc forcément il y a ça en toile de fond, il y a une autre question qui se pose et qui, en réalité, se superpose à la question qu'on est en train de dire, c'est les électeurs de Donald Trump, en particulier, de par la décision qu'il a été amené à prendre sur la guerre en Iran. Oui, parce que le enough, le assez, pourrait très bien s'appliquer à la politique de Donald Trump, ou du moins à la vision qu'il a imprimée en arrivant pour son second mandat. Comeback d'ailleurs. Retour de Donald Trump. Euh, Qu'est-ce que ça change sur la vision de l'opinion américaine, cette intervention en Iran? Ça va être un accélérateur. Et ça va être un accélérateur pour apporter une réponse sur une question qui, pour l'instant, continue à se poser et qui reste une hypothèque, malgré le fait qu'au moment de notre enregistrement, on est à peu près 12, 13, 14 mois après le fait qu'il était à nouveau investi, c'est très juste votre remarque, le 20 janvier donc 2025. Quelle est cette hypothèque ? Presque ambiguïté, pourrait-on dire. C'est qu'en fait, dans l'électorat Donald Trump, puisque c'est bien de ça dont il s'agit, il y a un profond désaccord. Parce que dans les MAGA, tels qu'on les appelle, reprenons ce terme pour faire simple, il y a toute une partie de ces électeurs qui étaient totalement contre toute nouvelle intervention extérieure, justement à cause de ce souvenir des guerres du Vietnam, puis ensuite Forever Wars, l'Afghanistan revintant, puis les 2 interventions en Irak, etc., etc. Donc en fait, la question qui se pose, c'est intervention. Oui, on prend définitivement le choix de faire l'intervention. Et là, ça veut dire qu'on reprend le flambeau de Ronald Reagan, dont le slogan vient d'ailleurs de Trump, de Ronald Reagan, Let's make America great again, rendons aux États-Unis leur grandeur. En fait, on sent bien que là, l'idée consiste à dire, OK, il faut nettoyer ce souvenir de la guerre du Vietnam. Il y a ça, hein, clairement. Et que Ronald Reagan, d'ailleurs, avait mis en place en 85, dans une phrase qu'on va le rappeler et qui va paraître très étonnante, parce qu'en 1985, un jour, Ronald Reagan regarde les journalistes et son auditoire et dit « J'ai vu Rambo 2 hier, et maintenant que j'ai vu Rambo 2, je sais comment il faut agir en politique internationale. » Alors, quand on se rappelle comment dire, de la teneur générale de Rambo 2, dont je crois pouvoir dire, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, qu'on a quand même affaire à une démonstration pendant 1h45 d'un soldat commando américain totalement bodybuildé qui, à lui tout seul, détruit l'armée nord-vietnamienne. Le fait qu'un président des États-Unis se targue déjà de son comportement, de sa stratégie en faisant référence à un tel film, laisse à penser quand même en contrepartie du contre-choc tel qu'on souhaite le mettre en place. Donc, en fait, la question qui est en train de se poser là, c'est que la société américaine va-t-elle, suite à cette décision de rentrer dans la guerre en Iran,
et suivant combien de temps elle dure, définitivement suivre Donald Trump dans cette volonté que de poursuivre le chemin de Ronald Reagan, ou à contrario, va-t-elle être définitivement découragée et dégoûtée de toute perspective d'intervention extérieure, parce que donc ça veut clairement dire là une accélération vers interventionnisme, isolationnisme. Nul doute que les meilleurs amis des États-Unis, qui sont les Chinois, vont regarder la réponse que la société américaine va apporter avec un air de gourmandise non dissimulé. Alors, je pense que vous êtes arrivé à établir les liens qu'on peut tisser entre la situation vietnamienne et la situation iranienne aujourd'hui. Est-ce qu'il y a encore un autre lien particulier qu'il faudra ajouter entre les deux situations? Oui, il y a 2 blessures. Voilà ce qui explique cette référence de Reagan qui peut paraître très étonnante sur Rambo 2. Parce que ce qui est intéressant, me semble-t-il, c'est que là aussi, on pourrait rappeler, il y a Rambo 1. Et ça, c'est beaucoup plus fin. C'est beaucoup plus psychologique. Ce film qui est sorti au début des années 80, c'est l'histoire d'un vétéran qui rentre du Vietnam, souvenons-nous, qui est rejeté par la société américaine, qui n'arrive pas à trouver de travail, qui vagabonde de ville en ville et qui finit même par être pourchassé par les forces de police. Et à un moment, il est tellement maltraité qu'il finit par se révolter. Et en fait, il utilise son savoir de béret vert pour lutter contre les forces de police américaines. Et la scène de fin est très touchante parce qu'en fait, ils sont obligés d'envoyer son supérieur hiérarchique, le colonel Trotman, voilà, les références, et qui est obligé de dire John, il faut s'arrêter maintenant. Et il dit, mais vous savez, moi, je me suis battu pour mon pays. Et maintenant, je suis rejeté partout. Donc, il y a un vrai malaise, là. On sent bien. Et d'ailleurs, dans le numéro 2, il fait « Et ce coup-ci, on y va pour gagner ?» Donc, en fait, il y a 2 blessures. La première blessure, c'est l'humiliation du départ du Vietnam. Donc, pour dire clairement les choses, même si on veut rester pudique et utiliser des euphémismes, c'est une débandade. En plus, à la fin. Et le lien qu'il y a, c'est qu'à cette débandade vient s'accoler l'humiliation de l'Iran avec l'incapacité d'aller secourir les otages américains de l'ambassade des États-Unis quand émerge la République islamique d'Iran avec l'opération de Jimmy Carter. Alors là, et c'est là où on sent que tout d'un coup, il va y avoir une sorte de... Ça va être trop d'ailleurs. Ça explique l'élection de Ronald Reagan derrière. Parce que en plus, il y a un autre symbole qui lie le Vietnam et l'Iran, qui va peut-être être un peu plus surprenant. C'est le bombardier américain Rockwell B1, qui est d'ailleurs utilisé lui aussi à des fins tactiques dans la guerre en Iran, comme le B-52 était utilisé à des fins tactiques dans la guerre au Vietnam. Et là, peut-être certains doivent se dire, mais tiens, pourquoi là, tout d'un coup, ça pesantit en particulier sur ce bombardier? Parce que durant l'administration de Jimmy Carter, qui est perçue comme la faiblesse même dans les relations internationales aux États-Unis aujourd'hui, figurez-vous que l'administration Carter avait décidé d'arrêter la production du B1, dont on n'avait que 4 prototypes. Parce qu'on considérait que finalement le B1 coûtait trop cher aux États-Unis et que justement il fallait, on ne pouvait pas conserver le Tomahawk qui commençait à être lancé à ce moment-là. C'est des noms qui ont une connotation très particulière, ou une résonance très particulière au moment où on parle par rapport à l'Iran, et le B1, et que donc il fallait sacrifier le B1. Et pourquoi est-ce aussi important? Parce que tout d'un coup, les Américains de se dire, alors, non seulement, malgré l'amplitude des moyens qu'on a utilisés, ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas gagné. En plus, on n'est plus totalement sûr que le fait qu'on y soit allé soit juste. Et en plus, nous, les Américains, on n'a plus les moyens de se payer un certain nombre d'avions. Alors là, c'est le moins qu'on puisse dire. Là, il y a eu un moment de trauma. C'est vraiment ça. Terrible. Parce que là, tout d'un coup, les deux se sont cumulés. Et ce qui explique qu'il y a une sorte de réaction, de volonté de revanche ou de comeback qui explique l'élection de Ronald Reagan, d'abord en 1980, puis une deuxième fois, il faut se rappeler, en 1984. Donc ça, me semble-t-il, c'est très important parce qu'on a bien là 2 blessures qui se rejoignent et qui peuvent d'ailleurs expliquer là tout d'un coup qu'il y a eu une propension à dire en Iran, là, on va définitivement régler ces 2 blessures.
Est-ce que, au-delà de ces 2 blessures, il y aurait un dernier enseignement qu'on pourrait tirer de la comparaison entre le Vietnam et l'Iran? Il y a un enseignement ultime. Et c'est le général Westmoreland, le général américain qui commandait les forces américaines entre juin 1964 et juin 1968. Je précise son poste parce qu'évidemment, ça paraît très important dans le cadre de ce qu'on est en train de dire, qui va nous amener à comment dire, cet enseignement que je qualifie d'ultime. Que nous dit-il a posteriori dans un certain nombre d'écrits qu'il va être amené à faire dans des ouvrages, même de vulgarisation, des encyclopédies sur la guerre du Vietnam. Il nous dit ce qui est incroyable, c'est qu'au plus haut niveau, à Washington même, certains semblent avoir oublié que quand un adversaire est acculé pratiquement à une défaite certaine, tout d'un coup, il est prêt à utiliser tous les moyens et à aller jusqu'au bout pour essayer de renverser la situation. C'est très important ce qu'on est en train de dire. Parce que ça peut expliquer que malgré le fait qu'on utilise des moyens importants et qu'on ait l'air à un moment de remporter la victoire, on ait amené l'adversaire dans un tel niveau de désespérance, si vous m'autorisez ce terme, que finalement, le balancier se retourne contre soi. Dans la continuité, je ne résiste pas à la tentation que de poursuivre le fait de l'évoquer, pas forcément évidemment mot à mot, parce qu'elle n'est pas la surprise que de remarquer que le général Westmoreland utilise Sun Tzu, qui nous est très familier, puisque nous avions nous-mêmes fait une séance sur Sun Tzu. Et là, en particulier, d'avoir à l'esprit plusieurs, 2 ou 3 citations. Que d'abord, l'art ultime ou l'art le plus important dans la guerre, c'est d'amener l'adversaire à se décourager. C'est dans la capacité de davantage fracturer la société adverse, diviser la société adverse, et d'amener les anciens à se combattre avec les jeunes ou les modernes. C'est exactement ce que, on va dire, avec une grande habileté, justement Kissinger le rappelle dans ces 3 chapitres qu'on évoquait, les responsables du Nord-Vietnam vont parvenir à faire en traînant au niveau diplomatique, en jouant avec les images, avec l'opinion publique américaine. Ce qui nous amène donc dans une perspective qui paraît très importante à rappeler. Parce qu'en réalité, ce dont on se rend compte, qu'est-ce que c'est? C'est que, en fait, beaucoup plus que la totalité des moyens qu'on déploie et l'importance des moyens qu'on déploie, ce qui gagne d'abord les guerres, c'est la capacité à dessiner un objectif militaire clair, en adéquation avec un objectif politique clair, et que non seulement cet objectif politique doit être clair, afin de raccourcir la guerre par ailleurs, mais pour que la population du pays concerné puisse facilement l'intégrer et puisse facilement d'ailleurs le soutenir et venir en soutien d'une armée. Finalement, ce qu'on est en train de dire, c'est que ce n'est pas la taille des murailles qui compte, c'est la vaillance des âmes qui les défendent. Et ça, c'est un enseignement majeur de la guerre du Vietnam qui vient dans une résonance forte sur ce qui se passe aujourd'hui en Iran. Je vous propose, Fabrice, de nous arrêter sur cette image des âmes vaillantes. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis pour ce nouveau numéro des Rendez-vous de la géopolitique et à très bientôt.